je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité, d'avoir accepté mon intervention. Juste, il faut attendre un peu pour que le moteur s'allume. Donc, comme ça a été dit, depuis plusieurs années déjà, je travaille dans la matière de culture française du 19e siècle, surtout la culture visuelle. Je m'intéresse surtout à l'affiche française. Dès la Belle Époque, donc la fin du 19e, début du 20e siècle. Et aujourd'hui, je voudrais justement parler de la perte du vide. Oui, donc, c'est bien une notion prise de l'art majeur, ici. Et pour voir justement comment ça se faisait avec la construction syntaxique de l'affiche, justement, à l'exemple de quelques affiches balnéaires. J'ai pris spécialement comme exemple les affiches balnéaires parce qu'elles constituent, dans le corpus des affiches de la Belle Époque, un cas assez particulier. Donc l'affiche de la seconde moitié du 19e siècle a révolutionné l'art et l'image de la ville. Désormais, la ville est devenue une galerie d'art, faisant de l'affiche une partie de notre quotidien visuel. Les critiques artistiques ont rapidement aperçu cette nouvelle forme de l'expression artistique, en portant dans leurs études un vif intérêt aux détails comme élément qui dépasse la vocation décorative, mais qui devient un objet de persuasion publicitaire à part entière. Les affichistes, dont le but était de vanter de les attractions des stations balnéaires, semblent ignorer ce précepte. Toujours en quête de nouvelles formes, ils cherchaient à séduire le public avec leur composition en abîme et leur composition à cartouche, tout pour éviter le vide. L'intervention que je propose porte sur les fonctionnements du détail dans le langage visuel employé à des fins publicitaires. Partant du constat de Daniel Arras de l'importance du détail pour l'analyse iconographique, nous voulons l'étudier dans son aspect tant discursif que pictural, qui nous permettra d'observer le processus de légitimation culturelle de l'affiche balnéaire. Nous voulons analyser les détails comme élément visuel à vocation persuasive, qui, malgré son caractère apparemment insignifiant, renforce l'effet final. Notre intervention portera sur deux aspects. L'analyse de deux concepts antagonistes connus des arts visuels, les premiers, aurore vacui, terreur du vide, qui se définit comme acte de remplir complètement toute la surface d'une œuvre avec des détails finement détaillés. Nous allons voir comment cette frayeur se réalise sur les affiches et comment elle diffère de celles connues en peinture. Et le deuxième concept étant le contraire du premier, appelé amor vacui, amour du vide, signifie la tendance à limiter la quantité d'éléments inutiles dans une œuvre d'art ou dans l'espace qui l'entoure. Nous voulons étudier quelques exemples d'affiches balnéaires qui se prêtent particulièrement à l'analyse du goût pour les grandes surfaces remplies ou à l'inverse pour les minimalismes esthétiques. Il faut par ailleurs noter que ce type d'affiche constitue un genre très particulier qui n'obéit pas aux mêmes lois que l'affiche commerciale, et ces lois concernent l'agencement des détails dans la composition. La tradition de l'affiche touristique date des années 1880 et est étroitement liée à l'ouverture des premières lignes de chemin de fer. Ce phénomène est à l'origine des formations de langage de l'affiche balnéaire tout à fait différente, où le recours à une composition surchargée des détails est une pratique courante. Cette approche réside dans le fait que ce type d'affiche était exposé dans un espace particulier, ça veut dire halle de gare, qui permet aux voyageurs en attente d'un train de les examiner plus scrupuleusement, ce qui n'est pas le cas d'un citadin en hâte ou d'un automobiliste exposé à une affiche en une fraction de seconde. Dans la gare, les affiches deviennent une invitation au voyage, au rêve, une trouée de poésie dans la grisaille des gares poussiéreuses. Pour se rendre compte de l'importance des détails dans la composition des affiches balnéaires, il faudrait revenir aux critiques artistiques de la seconde moitié du XIXe siècle. Ernest Mongrand, le plus important de critiques
artistique et auteur des affiches. Des affiches illustrées du temps d'ouvrage de référence consacré à l'affiche illustrée, a ainsi fait 2 remarques sur les compositions des affiches et le rôle des détails. Dans les premiers tomes, parus en 1886, il prône à l'occasion de l'étude de quelques compositions de Jules Chéret, l'un des plus brillants affichistes de son époque. Personne avant lui n'avait aussi clairement exprimé que l'affiche illustrée devait s'imposer non seulement par l'aspect général de la coloration, mais encore par l'élégance des lignes et la simplicité de la composition. C'est par ces qualités qu'elle s'élève au rang de choses d'art et qu'elle mérite d'attirer l'attention des dilettantes. Mendran reste fidèle à la conception d'épuration de la composition de l'affiche, dans laquelle il voyait la force persuasive, mais avant tout, comme il le souligne, la possibilité de gagner par l'affiche de la notoriété. Il suit cette idée dans les volumes suivants où il prête une attention particulière à l'usage des détails. On y perçoit une nette prédilection pour les compositions légères, telles qu'il les retrouve par exemple sur l'affiche Saint-Jean-du-Doigt, d'Étienne Moreau-Nélaton, à propos de qui il note amoureux de la Bretagne, Monsieur Moreau-Nélaton le voit comme il faut la voir. Elle la peint avec une exquise délicatesse de touche. Sa composition est d'une simplicité extrême, à peine indiquée par des tons éteints et rêveurs. Elle rappelle les œuvres tantôt éloquentes et tantôt naïves de nos ancêtres imaginaires. Dans d'autres cas, cependant, Mendran se montre moins clément dans ses critiques et juge certaines compositions trop pesantes. Par exemple, une affiche de Pâle, Jean des Paléologues. Selon lui, cet auteur possède certainement un joli talent de dessinateur, mais peut-être il y a trop de choses dans ses affiches. Une rapide consultation des œuvres mentionnées par Mendran relève parfois quelques problèmes. Dans le cas de l'affiche d'Étienne Moreau-Nélaton, cet éloge de la simplicité est entendu. Nous y voyons une composition épurée, dépourvue de superflu, proche du synthétisme des tableaux d'Api. Donc la ressemblance entre la bretonne de l'affiche et celle de la toile Vision après serment de Paul Gauguin, par exemple, est très frappante. Dans l'étude de cette affiche, vantant les attractions de la commune bretonne, donc, bain de mer, grand pardon et curiosité archéologique, Mendran se met à détailler tous les éléments constitutifs, en prêtant une attention particulière aux éléments descriptifs qui permettent de reconnaître l'endroit. Au fond, sincère et bien étudié, un paysage dominé par une vieille église, c'est celle qui conserve pieusement l'unique richesse du pays, l'un des doigts de l'évangéliste. Ils sont dessinés de façon synthétique, avec la pureté esthétique de la ligne, de la couleur, de la forme, qui garantit la lisibilité et identification de lieux. Moreau-Nélaton, comme des artistes navis, ne fait pas de véritable séparation dans les fonctions entre la peinture et l'affiche, où la notion du décoratif reste primordiale. Or, la comparaison entre les affiches et les tableaux indique des différences dans l'usage du détail, qui est traité d'une manière plus synthétique et linéaire. Si dans ces cas, l'opinion de Mendran semble justifiée, il n'en est pas de même pour la seconde affiche, dont la simplicité reste plus problématique. La lithographie de Chéret, intitulée « L'hiver à Nice », l'une des rares affiches à thème balnéaire signée de son nom, reste un bel exemple de nombreux travaux de cet artiste prolifique. La clarté et la simplicité, tant soulignées par Mendran, ne s'y manifestent pas plus que dans les autres compositions critiquées. Flair, cartouche remplie d'images de lieux connus de Nice, donc promenade des Anglais, casino de la jetée, promenade déjà non existante. L'affiche est saturée d'accessoires conformément au principe d'Aurore vacui. Il faut souligner que les détails si généreusement déposés sur l'affiche ne sont pas fortuits, mais renforcent intentionnellement le caractère niçois de l'œuvre. Les flairs font sans doute référence aux paroles de l'hymne niçois, Nice à la bella Nice à Regina della Più, ça veut dire Nice, reine des fleurs.
Chéret a ainsi voulu associer son image à celle de Fleur, et dès là nous pouvons constater que ces éléments sont sémiotiquement pleins, ne servent pas uniquement à remplir le vide, mais à augmenter l'impression de la douceur et du bien-être caractérisant la ville. Ernest Mendron consacre plusieurs pages aux affiches balnéaires qu'il place sous l'enseigne des affiches de chemin de fer, de bains de mer, des stations balnéaires. D'emblée, il déplore que, malheureusement, dans ce milieu spécial, l'affiche n'a pas pu donner librement sa mesure. C'est que les questions d'art ne sont pas toujours la préoccupation des ingénieurs, la condition que les compagnies imposent aux dessinataires ne sont pas faites pour développer leur imagination. Mendron critique vivement le caractère répétitif des détails dont l'usage mène à leur uniformisation où règne une nature conventionnelle, des cieux trop bleus, des sols toujours verdoyants. Le critique constate que l'étroit éventail des détails utilisés par les affiches a pour effet la convention qui gouverne. Les plages de sable sont de vrais tapis de velours les plus fins, les galets sont passés au tamis, les dunes y sont recouvertes d'une végétation luxuriante, les falaises y atteignent des hauteurs prodigieuses. Dans ce sens vont aussi les critiques d'Ernest Creusa, publiées dans l'Estampe et l'Affiche, où il souligne « Il importe de savoir que partout où l'on ira, on trouve casinos et hôtels, que ces établissements sont installés dans des sites riants et enchanteurs, délicieusement ombragés ou agrémentés d'une vue superbe. » Les accusations adressées à l'affiche idéalisant les stations balnéaires nous paraissent pourtant un peu mal pondérées. Les affiches touristiques, à vrai dire, réalisent entièrement et pleinement les objectifs de la publicité. Donc ça veut dire idéaliser les produits indépendamment de leur type et les vendre aux clients. Les détails énumérés par Mendron et Creusa servent au dessin publicitaire. Nous pouvons les décrire comme des iconèmes culturels qui relèvent leur sens tout de suite. Ces iconèmes, qui sont des unités distinctives ayant leur propre signification dans une image, sont sémiotiquement pleins. Tel est le cas de l'affiche plage de Boulogne-sur-Mer de Jules Chéret. Le nombre de détails est impressionnant, ce qui, encore une fois, met en doute les considérations de Mendron sur le caractère simple et clair de ces affiches. Dans cette composition, l'auteur renonce aux petites femmes Chérettes qu'il multiplie habituellement sur ses ouvrages. Donc nous l'avons vu, par exemple, sur l'affiche de l'hiver à Nice. En échange, il propose une image très différente, minutieusement remplie de détails, iconèmes culturels qui nous situent sur la plage où nous pouvons apprendre les coutumes balnéaires, comme l'usage des petites cabanes des plages, qui s'est démocratisé au milieu du XIXe siècle. Il faut noter que cette affiche se rapproche de la peinture, comme le tableau de Jeanne Boudin sur la plage de Trouville. Tant dans l'usage du détail, nous observons au premier plan la plage, puis la mer, des femmes, des enfants, des hommes tous habillés, que dans les choix du sujet de la vie contemporaine, donc la fréquentation des plages. L'usage de l'aurore vacui dans l'affiche revêt parfois une dimension décidément plus proche de l'art, où les détails sont plus souvent instrumentalisés, c'est-à-dire employés en nom de valeurs purement décoratives. L'affiche d'Alphonse Mucha reste l'exemple le plus emblématique dans ce domaine. Sa composition Monaco-Monte-Carlo dépasse les cadres d'une simple affiche publicitaire. Elle acquiert la dimension propre au panneau décoratif, où s'impose le caractère esthétique. Mucha ne dit rien sur la principauté, mais décore la surface de l'affiche des motifs floraux, ce qui découle du besoin intrinsèque de l'artiste d'esthétiser l'espace qui l'entoure. La variété des détails à vocation décorative qui apparaissent sur ces œuvres est conditionnée par un certain nombre de facteurs. Cette tendance prédominante à s'inspirer de la nature était la plus importante mode de l'œuvre qui déterminait le répertoire formel utilisé dans l'œuvre de Mucha. Elle constituait d'ailleurs la base du façonnage de l'ornement de tout l'art nouveau.
Il faut noter que cette tendance à employer des détails fait qu'ils ne sont plus accessoires, même s'ils sont sémiotiquement vides. Les fleurs en forme de rosace, la forme si caractéristique de ces œuvres, ne nous disent rien sur les caractères balnéaires du lieu, contrairement à l'affiche de Chéret pour Boulogne-sur-Mer. Nous pouvons distinguer ici deux approches générales caractérisant les compositions des affiches balnéaires. Le plus spécifique, propre à l'affiche, est pratiquement jamais utilisé pour la promotion d'autres produits ou événements, reste le recours aux cartouches qui permettent, en une seule image, de montrer plusieurs points de vue, plusieurs aspects d'une station. Pour cet effet, les affiches encadrent divers motifs décoratifs et parfois ces compositions se caractérisent par la forte présence de cartouches. C'est le cas des affiches signées Jaffé, où le nombre de cartouches est tellement impressionnant qu'il mène à la lisibilité des compositions, surtout l'affiche Saison d'été faite pour les chemins de fer du Nord. Un autre cas de figure est l'affiche qui s'approche de la peinture de genre, est un type d'œuvre destinée qui figure des scènes à caractère anecdotique ou familier. En général, ce type d'affiche narrative présente une scène de plage, plus ou moins fidèle à la réalité, peuplée d'estivants, surtout au moment de leur bain de mer. Si les affiches à cartouche sont presque toutes dépourvues d'humour, leur dessin est conventionnel, paysager. Les auteurs des affiches de genre l'introduisent souvent sous une forme légèrement érotisée. Cette érotisation des scènes de genre est surtout perceptible dans les ouvrages de Pâle, déjà mentionnés. Son Cabourg présente une de ces voluptueuses créatures, trop court vêtue, en baigneuse et extrêmement décolletée, montrant bien plus qu'un maillot de bain conventionnel de la fin du XIXe siècle exigé par la pudeur. Il est particulier que les affichistes, dans certains cas, pour éviter la censure, qui intervenaient régulièrement dans les compositions des pâles, se résolvent à couvrir les parties basses des corps féminins. Cette approche caractérise, entre autres, l'affiche de Georges Redon, où une vague formant de l'écume éclabousse entre les jambes d'une baigneuse pour sa plus grande satisfaction et jouissance. Toutes les affiches exposées jusqu'à là concernent les plages du nord de la France, Boulogne-sur-Mer, Trouville, Cabourg. Les activités des plages, c'est-à-dire baignade, promenade, jeux dans les sables, restent le domaine du littoral nord. Elles sont totalement inaperçues, absentes de la vie des stations balnéaires méditerranéennes. La découverte du littoral sud sert surtout à y passer l'hiver et à jouer dans des casinos. Ces images nous renseignent aussi sur la perception de la représentation, alors associée à la Côte d'Azur et au tourisme de luxe, adressé au public aisé. Nous pouvons repérer que cette scission visible dans les thèmes abordés par les affiches balnéaires, puis pour le littoral nord et pour le littoral sud, est conforme aux mœurs de l'époque, comme le constate Didier Urbain. La bonne plage au XIXe siècle, c'est la mer froide. La Méditerranée, c'est la mer de la sensualité. Ce n'est pas la mer de la santé, c'est la mer du vice. Il ne faudra pas toutefois attendre longtemps le changement de préférence, car le début du XXe siècle sera marqué par la découverte progressive des bienfaits du soleil du Sud, que faisait fuir autrefois les villégiataires des stations balnéaires dès le mois d'avril. Les changements sont aussi visibles dans l'affiche, tant au niveau de la composition qu'au niveau des sujets abordés. Les affiches encombrées des cartouches disparaissent, la naissance du graphisme, les premières réflexions sur la communication visuelle les auront facilement vaincus. Toutefois, comme le soulignait Alain Veil, une chose n'a pas changé. Le tourisme a toujours les mêmes produits à vendre. Des destinations et du rêve. Il faut toujours décrire et animer les paysages. Le réalisme ne peut pas passer à la trappe.
Le début du XXe siècle verra alors une évolution de ce réalisme vers un réalisme qu'on appelle réalisme simplifié. Cette simplification se voit surtout dans l'œuvre de Leonetto Cappiello, dont l'approche de détail est très différente de ce que nous avons vu sur l'affiche de la seconde moitié du XIXe siècle. Cappiello insiste sur la liberté du créateur à interpréter le sujet de l'affiche. L'artiste ne doit pas donner une représentation scrupuleuse du produit. Quant à la forme, la colère, disait-il, mais plutôt l'idée du produit. Le désir de rivage interprété sur les affiches n'échappe pas. La période de la Belle Époque s'achève au moment où la mort vacue devient dominant dans la structure de l'affiche. Les cas de l'affiche Montant de Roger Brodeur, l'un des affichistes les plus prolifiques des années 1920-1930, en est emblématique. Brodeur se sert d'un intéressant mélange de hardiesse et de maniérisme à la mode dans la façon dont il représente les détails, qui plus précisément les supprime. Il a bien saisi l'intérêt de la mise en marche d'une stylisation des paysages et des aplats de couleurs juxtaposés. En conséquence, ces compositions gagnent en lisibilité et efficacité. Dans les années 1920-1903, déjà sous l'emblème de l'Art déco, il élaborera un langage très personnel où s'imposera le rejet de tout superflu, créant ainsi un message de synthèse graphique hardi. Donc pour conclure, à la charnière du 19e, 20e siècle, la mise en garde contre le surplus de détails traduit la préoccupation des critiques et des collectionneurs désireux de promouvoir les affiches en accord avec l'art moderne et même avec les pratiques académiques. Nous avons vu des affiches réalistes qui appartenaient plus à la peinture de Chevalet, remplies de formes surmodélées, de détails redondants, qui obscurcissaient le message de l'annonceur. Quand, suivant les suggestions de certains critiques, l'affiche met en avant ses fonctions utilitaires, publicitaires, commerciales, ces publicités d'un nouveau type n'attirent plus l'attention des instances de création artistique. Pourtant, ce qui est emblématique de l'évolution de l'affiche, le type narratif à celui du réalisme simplifié, c'est la constitution des critères d'évaluation propres et relativement autonomes par rapport à la peinture. Il s'agit notamment de la faculté qu'a l'affiche d'agir de loin, de la cohérence entre le texte et l'image, nous le voyons ici sur l'affiche de Roger Brodeur pour Montant, et de pouvoir de synthèse graphique. L'affiche se situera au croisement de l'art et de la publicité, ce double positionnement demeurera l'enjeu principal de sa légitimation culturelle de la seconde moitié du XXe siècle. Merci. Merci.